En ce moment même, mercredi 18 mars 2026, 6h14 heure du Nevada, dans l'obscurité froide qui précède l'aube sur le désert des Moravés, une ville de plus de 2 millions d'habitants se réveille au-dessus d'une équation qui aurait dû la condamner depuis longtemps. Las Vegas brille encore. Les enseignes tournent, les climatiseurs soufflent, les douches s'ouvrent, les cuisines des hôtels lavent des milliers d'assiettes, les fontaines filtrent. Les tours montent toujours dans l'air sec comme si la croissance avait aboli les lois de la géographie. Mais sous cette illusion de permanence, il n'existe qu'une seule vérité physique. Cette ville boit presque toute son existence dans un seul réservoir, un seul lac. Un seul corps d'eau au milieu de l'un des paysages les plus hostiles d'Amérique du Nord. Et ce lac a déjà commencé à mourir. Ce que les hydrologues, les climatologues et les gestionnaires de crise ont trouvé dans les séries de données accumulées depuis 20 ans change tout. Las Vegas n'est pas seulement une métropole dans le désert, c'est un organisme suspendu à une conduite. Une ville entière maintenue en vie par une colonne d'eau qui baisse année après année, comme un pendule qui bat vers un seuil mécanique. Il ne s'agit pas d'une pénurie ordinaire, ni d'un simple régime de restriction. Il s'agit d'un point où l'infrastructure cesse d'atteindre la ressource. Un point où l'eau n'est pas rationnée. Elle disparaît de la portée des machines. En juillet 2022, ce scénario n'était plus théorique. Le niveau du lac Mead avait chuté à un point qui plaçait l'ancien système d'alimentation de Las Vegas au bord d'une défaillance fonctionnelle. Pas dans un siècle, pas dans un futur abstrait. Dans l'horizon opérationnel des ingénieurs. Dans le calendrier des responsables de l'eau. Dans les modèles de crise que le public ne voit presque jamais. Alors la ville a fait ce que peu de villes au monde peuvent se permettre de faire. Elle a tenté un pari d'infrastructure de 1,4 milliard de dollars contre le désert lui-même. Elle a foré plus profond. Plus profond que les anciennes prises d'eau. Plus profond que la logique historique qui avait présidé à la construction du réservoir. Plus profond, jusqu'à un niveau censé survivre même lorsque le lac tomberait sous les seuils qui rendaient inutiles les ouvrages précédents. Ce tunnel porte un nom presque anodin, presque administratif. Le troisième straw, la troisième paille. Comme si la survie d'une ville pouvait encore se raconter avec un mot aussi léger. En réalité, c'est un conduit de dernier recours, un organe artificiel enfoui sous la roche, sous le lit du lac, dans la zone où l'ingénierie commence à ressembler à une opération de guerre contre la géologie. Et pourtant, même cette paille n'abolit pas la physique. Car la question n'a jamais été seulement de savoir si Las Vegas pouvait atteindre l'eau plus bas. La vraie question est de savoir combien de temps il restera encore de l'eau à atteindre. Las Vegas n'aurait jamais dû exister à cette échelle. C'est ce qui rend cette histoire si dérangeante. Le désert des Moravés ne porte pas de grands fleuves traversant la vallée. Il n'offre ni grands aquifères faciles à mobiliser pour soutenir une mégapole, ni cycles naturels abondants capables de nourrir une expansion urbaine continue. Les précipitations annuelles y sont dérisoires. Les étés y franchissent régulièrement des températures où le sol, l'asphalte et le béton renvoient la chaleur comme une plaque métallique. La ville moderne n'y tient que par l'énergie, par les transferts, par les réseaux, par la répétition industrielle du pompage, du traitement et du recyclage. Chaque hôtel, chaque quartier pavillonnaire, chaque hôpital, chaque casino, chaque piscine, chaque bouche d'incendie dépend d'un système hydrique extraordinairement précis. Et lorsqu'un système aussi serré dépend presque entièrement d'un seul réservoir, il cesse d'être simplement vulnérable. Il devient structurellement exposé. Las Vegas a longtemps vécu sur une promesse formulée avant même sa propre explosion démographique. Celle d'un fleuve Colorado supposé assez généreux pour tout le monde. Cette promesse était déjà imparfaite au moment où elle fut inscrite sur le papier. Aujourd'hui, elle ressemble de plus en plus à une erreur historique, amplifiée par le climat. Les chiffres qui semblaient soutenables pendant les décennies humides du XXe siècle se brisent désormais contre une réalité plus chaude, plus sèche, plus instable. Et à mesure que le lac Mead descend, la ville découvre une vérité que les déserts imposent toujours à la fin. On peut différer les limites, les repousser, les contourner, mais on ne négocie jamais longtemps avec elles. Dans les archives techniques, le troisième straw apparaît comme une prouesse. Dans les réunions publiques, comme une assurance vie. Dans le langage des critiques, comme le trou le plus cher jamais percé dans un problème insoluble. Les deux lectures peuvent être vraies en même temps. Parce que ce tunnel a sans doute sauvé Las Vegas d'une urgence brutale.
Et parce qu'il n'a peut-être acheté que du temps dans une crise qui dépasse déjà la ville, le Nevada et même le lac Mead lui-même. 40 millions de personnes, 7 États, des villes géantes, des barrages, des districts agricoles, des réseaux électriques, des accords hérités de 1922, des décennies de surallocation, et au-dessus de tout cela, une atmosphère plus chaude qui retire au bassin du Colorado une partie de sa stabilité saison après saison. Voilà le décor réel. Voilà l'horloge. Voilà pourquoi, en ce moment même, alors que les lumières du strip s'éteignent lentement devant la montée du jour, une question demeure sous la surface du lac comme une vibration sourde dans la roche. Las Vegas s'est-elle sauvée? Ou a-t-elle seulement gagné quelques années avant de rencontrer une limite qu'aucune machine ne peut forer? Pour comprendre pourquoi Las Vegas a fini par forer sous le fond même du lac Mead, il faut remonter la chronologie comme on remonte une faille dans la roche, couche après couche, décision après décision, erreur après erreur. Au départ, tout semble presque raisonnable. En 1940, Las Vegas n'est encore qu'une ville modeste, un nœud ferroviaire poussiéreux de quelques milliers d'habitants. Le désert est déjà là, implacable, mais la pression humaine ne l'est pas encore. Puis arrivent les barrages, les routes, l'air conditionné, l'illusion américaine qu'aucun paysage n'est vraiment interdit si l'on y injecte assez d'électricité, de béton et de capital. À partir des années 1950, la croissance devient plus qu'un phénomène urbain, elle devient une rupture de régime. La ville ne s'étend pas seulement en surface, elle change d'échelle métabolique. Une petite implantation humaine devient un système dépendant de flux massifs, continus, techniquement stabilisés. C'est le premier glissement. Le second survient dans la manière même de penser le fleuve Colorado. En 1922, le Colorado River Compact avait réparti l'eau entre 7 États à partir d'une période hydrologique anormalement généreuse. Les chiffres paraissaient solides. Ils ne l'étaient pas. Les ingénieurs et décideurs du XXe siècle ont bâti l'Ouest américain moderne sur une hypothèse de débit qui surestimait la capacité réelle du bassin. Cette surestimation n'était pas seulement une erreur statistique, c'était une déformation de toute la planification future. Chaque canal, chaque lotissement, chaque parcelle irriguée, chaque station de pompage, chaque promesse de croissance reposait sur une rivière plus abondante sur le papier que dans la réalité physique. Las Vegas a hérité de cette fiction hydrologique au moment même où sa croissance commençait à s'emballer. En 1971, la première grande prise d'eau de la ville, l'intake numéro 1, est mise en service. Pour l'époque, c'est une solution robuste. Le lac Mead est haut, le système paraît stable, les marges semblent confortables. Personne n'imagine sérieusement qu'un jour le niveau du réservoir chutera au point de rendre cette infrastructure inutilisable. C'est une erreur classique d'ingénierie dans les systèmes complexes. On conçoit pour des extrêmes historiques connus, rarement pour des extrêmes structurellement possibles, mais encore non vécus à grande échelle contemporaine. Puis la ville double, puis redouble. Dans les années 1990, Las Vegas croît à une vitesse qui aurait déjà suffi à inquiéter n'importe quel gestionnaire de ressources dans une région tempérée. Mais ici, tout se déroule au cœur d'un désert. Le bilan hydrique naturel est négatif presque par définition. L'évaporation est féroce. Les sols stockent mal. L'air chaud augmente la demande. Chaque nouveau quartier, chaque nouvelle chambre d'hôtel, chaque nouveau parcours de golf du vieux modèle urbain ajoute une contrainte à un système déjà artificiellement soutenu. En 1993, la Southern Nevada Water Authority met en service l'intake numéro 2, plus bas que le premier. Ce n'est pas encore un aveu de crise, mais c'est déjà une correction discrète de la confiance passée. Les ingénieurs reconnaissent implicitement que le lac peut descendre plus que prévu. Pourtant, même ce second niveau reste inscrit dans un monde mental où le déclin demeure limité, où le fleuve finit toujours par compenser, où la sécheresse reste cyclique plutôt que structurelle. Or, au tournant des années 2000, les données changent de ton. Les apports du bassin supérieur du Colorado diminuent, les températures augmentent, l'humidité des sols s'effondre plus vite au printemps. Le manteau neigeux, qui agit comme un réservoir saisonnier naturel dans les Rocheuses, devient plus variable, parfois plus précoce dans sa fonte, parfois moins abondant, souvent plus vulnérable aux épisodes chauds. Et c'est là que l'analyse géophysique rejoint la mécanique du désastre. Car le système Colorado n'est pas seulement un fleuve,
C'est une chaîne de transfert d'énergie et d'eau entre hautes montagnes, neige, ruissellement, réservoirs, barrages, canaux, villes et zones agricoles. Une faiblesse en amont se propage en aval, comme une rupture dans une série de plaques fragilisées. Une neige moindre ou fondant trop tôt signifie moins d'eau stockée naturellement au moment critique. Une chaleur accrue signifie davantage d'évapotranspiration avant même que l'eau atteigne les grands réservoirs. Des sols plus secs absorbent plus au début de la saison de fonte. Le flux qui devait remplir Lake Powell puis Meade arrive réduit, amorti, amputé. À l'échelle d'une année, cela paraît supportable. À l'échelle de 2 décennies, cela devient un étranglement systémique. C'est exactement ce qui s'est produit. Année après année, le lac Meade perd de l'altitude. Pas dans un effondrement théâtral unique, mais dans une descente obstinée. Et c'est souvent ainsi que les grandes catastrophes hydriques se construisent, non par explosion, mais par soustraction continue. Le trait sur le graphique baisse, les marges opérationnelles se contractent, les responsables techniques changent de vocabulaire, passant de gestion à résilience, puis de résilience à urgence de continuité. Au milieu des années 2000, à l'intérieur de la Southern Nevada Water Authority, la logique devient plus sombre. Les 2 prises existantes ne suffiront pas si le lac continue de descendre. Le seuil de Deadpool, autour de 895 pieds d'altitude, hante tous les calculs. À ce niveau, l'eau ne passe plus normalement à travers le barrage ouvert. Bien avant ce point, les prises existantes peuvent devenir inutilisables. L'eau n'a pas disparu du bassin entier, mais elle a quitté la fenêtre de captage des infrastructures. C'est une nuance essentielle. Dans les catastrophes hydrologiques modernes, l'échec vient souvent moins de l'absence absolue d'eau que du décalage entre la position de la ressource et la géométrie des systèmes conçus pour l'atteindre. C'est pourquoi l'idée du 3e straw apparaît, non pas comme un luxe, mais comme une tentative de réaligner l'infrastructure sur une nouvelle réalité géophysique. Le projet est lancé en 2008, et dès le départ, il révèle une autre vérité. Lorsqu'une société attend trop longtemps avant d'adapter ses systèmes à un changement physique lent, l'adaptation finale devient colossale, coûteuse, risquée. Il ne s'agit plus d'ajouter une conduite, mais de forer sous le lit du lac, à travers du basalte volcanique, avec des contraintes de pression, de chaleur, de stabilité et d'alignement extrêmes. Le tunnel doit atteindre environ 860 pieds d'altitude, plus bas que tout ce que la ville a jamais tenté. Cela revient à déplacer le point de survie de la ville dans une zone où l'erreur géométrique de quelques degrés, l'instabilité d'un front rocheux, une infiltration mal contrôlée ou un incident mécanique peuvent compromettre des milliards de dollars et l'avenir de millions de personnes. Les ouvriers, les foreuses, les équipes de mesure, les ingénieurs géotechniciens ne luttent pas seulement contre la roche. Ils luttent contre une chronologie. Car pendant que le tunnel avance, le lac, lui, continue de baisser. C'est cela, le cœur du build-up. Une course entre la chute d'un réservoir et la progression d'un ouvrage souterrain. Entre un désert qui accélère et une machine qui tente de suivre. Entre la mémoire humide du XXe siècle et la physique plus sèche du XXIe. Las Vegas, à ce stade, n'essaie déjà plus de préserver son confort. Elle essaie de maintenir le contact entre sa civilisation urbaine et la colonne d'eau qui lui permet d'exister. Les grands systèmes ne s'effondrent presque jamais sans avertissement. Ils laissent des traces, des précédents, des cicatrices anciennes que les sociétés modernes préfèrent souvent regarder comme des anomalies isolées plutôt que comme des répétitions. Le lac Meade, lui, porte déjà les siennes sur ses parois. Cette large couronne blanche de dépôts minéraux, visible à des kilomètres, n'est pas seulement une marque esthétique. C'est une stratigraphie du recul, une archive chimique de l'eau perdue. Un niveau après l'autre, année après année, le réservoir a gravé dans la roche la mémoire de son propre déclin. Et dans cette mémoire, Las Vegas peut lire autre chose qu'un simple épisode de sécheresse. Un avertissement historique qui résonne bien au-delà du Nevada. Car ce bassin a déjà connu des périodes longues où l'eau n'a pas tenu ses promesses. Bien avant les satellites, bien avant les barrages, bien avant les tableaux de bord numériques des agences fédérales, les arbres, les sédiments, les terrasses alluviales et les isotopes tenaient déjà les registres. Les chercheurs qui ont reconstitué l'histoire hydroclimatique du bassin du Colorado à partir des cernes d'arbres ont mis au jour une réalité profondément déstabilisante. Le XXe siècle, celui sur lequel ont été conçus les grands accords de partage et les infrastructures majeures, n'était pas la norme.
Il était relativement humide. Autrement dit, l'Ouest américain moderne a pris pour base de calcul une période favorable, puis a transformé cette faveur en droit permanent. Les méga-sécheresses observées dans les archives paléoclimatiques durent parfois plusieurs décennies. Elles dépassent, en durée comme en intensité cumulée, ce que l'ère instrumentale récente avait laissé croire possible. Et c'est là que le passé commence à résonner avec une brutalité nouvelle. Car le déclin de Meade depuis le début des années 2000 ne ressemble plus à une simple oscillation passagère. Il ressemble à la réapparition d'un comportement ancien du système, amplifié par le réchauffement moderne. Dans un monde plus chaud, une même quantité de précipitations ne produit plus nécessairement la même quantité d'eau utilisable. L'atmosphère demande davantage. Les sols en reprennent une part plus importante. L'évaporation de surface augmente. Les plantes transpirent davantage. Une partie de la neige tombe sous forme de pluie, une autre fond trop tôt. Le bassin perd en efficacité hydrologique. C'est un changement discret mais fondamental, presque tectonique dans ses effets. Le support physique reste le même, les montagnes sont les mêmes, les vallées sont les mêmes, les barrages sont toujours debout, mais le système transfère moins d'eau nette vers les réservoirs. Comme une chambre magmatique qui ne montre pas immédiatement son vide en surface, le déficit s'installe en profondeur avant d'apparaître brutalement dans les chiffres publics. Les parallèles historiques se multiplient. Le barrage Hoover, achevé dans les années 1930, fut l'un des grands symboles d'une Amérique persuadée que l'ingénierie pouvait dompter l'aridité et discipliner le chaos saisonnier du fleuve. Le lac Meade, en se remplissant, semblait confirmer cette victoire. Le désert reculait devant la planification. Les villes poussaient, l'électricité circulait, l'eau se stockait. Mais cette victoire reposait sur un équilibre très particulier. Un régime climatique suffisamment généreux, une demande encore contenue et l'absence de pression thermique extrême observée aujourd'hui. Ce n'était pas un triomphe définitif, c'était une trêve. L'histoire de Saint-Thomas, l'ancienne localité mormone engloutie lors de la mise en eau du réservoir puis réapparue lorsque le niveau a chuté, est l'un des symboles les plus troublants de cette inversion. Une ville noyée par la promesse du progrès refait surface au moment où cette même promesse se fissure. Les routes, les fondations, les vestiges visibles sur les rives exondées ne sont pas seulement des curiosités archéologiques. Ce sont des rappels matériels que les paysages hydrauliques ne sont jamais fixes. Ce qui est submergé peut réémerger. Ce qui semblait conquis peut de nouveau manquer. Ce qui paraissait stable n'était parfois qu'un moment transitoire entre deux états du système. Les données scientifiques de la dernière décennie ont renforcé ce constat. Les analyses de débit naturel du Colorado, corrigées des prélèvements et de la gestion des barrages, montrent une tendance durable à la contraction. Les études liant environ la moitié de cette baisse à l'augmentation des températures régionales ont déplacé le débat. Il ne s'agit plus seulement de savoir si le bassin traverse un mauvais cycle, mais si la ligne de base elle-même s'est abaissée. Et si cette ligne de base s'est abaissée, alors toute l'architecture de partage héritée du siècle précédent devient mécaniquement plus instable. C'est ici que le troisième straw prend sa véritable signification historique. Non pas celle d'un simple tunnel, mais celle d'un symptôme d'époque. Lorsqu'une civilisation commence à forer sous le plancher de ses propres réservoirs pour maintenir le lien entre sa population et son eau, cela signifie qu'elle a déjà consommé la plupart des marges de sécurité créées au siècle précédent. Le troisième straw n'est pas l'équivalent d'un barrage ouvert de plus. C'est l'infrastructure que l'on construit quand les grands ouvrages hérités n'offrent plus une protection suffisante. C'est une architecture de phase terminale, une adaptation conçue non pour l'abondance, mais pour la survie sous contrainte. Même l'amélioration spectaculaire de 2023, lorsque le manteau neigeux exceptionnel dans les Rocheuses a fait remonter Meade de plus de 20 pieds et Powell de plusieurs dizaines de pieds, s'inscrit dans cette logique historique. Beaucoup y ont vu un signe de répit, presque un retour à la normale. Les scientifiques, eux, ont été plus sobres. Une bonne année ne corrige pas 20 ans de déséquilibre. Un pic de neige ne supprime pas la tendance thermique de fond. Un rebond de niveau ne reconstitue pas les anciennes marges. Dans les systèmes naturels stressés, les rebonds existent. Ils peuvent même être spectaculaires. Mais ils ne prouvent pas que la trajectoire de long terme a disparu. Ils prouvent seulement que le système n'est pas encore mort. Et c'est précisément ce qui rend l'histoire de Las Vegas si puissante. Elle ne se situe ni dans l'effondrement achevé, ni dans la sécurité retrouvée.
Elle se tient dans cet entre-deux instable où les signaux du passé et les mesures du présent se superposent. Les cernes d'arbres, les dépôts minéraux sur les falaises, les ruines revenues du fond du lac, les séries de débit, les projections climatiques, les bilans de masse nivale, les rapports fédéraux sur les pénuries, tout raconte la même chose avec des langages différents. Le bassin du Colorado n'était pas dimensionné pour un prélèvement aussi élevé, dans un climat de plus en plus chaud. Et Las Vegas, avec son tunnel profond et son désert absolu autour d'elle, est devenue la mise en scène la plus visible de cette contradiction. Le passé ne revient jamais à l'identique. Il revient sous une forme plus technique, plus peuplée, plus coûteuse. Mais il revient. Et dans le cas du lac Mead, il revient comme un battement sourd qui traverse les décennies. La sécheresse longue n'était pas une impossibilité historique. C'était une réalité ancienne. La vraie nouveauté, c'est qu'aujourd'hui des millions de vies, des villes entières, des économies régionales et des infrastructures géantes se trouvent alignées exactement sur sa trajectoire. Dans les grandes crises hydriques, les courbes et les altitudes finissent toujours par se transformer en quelque chose de beaucoup plus concret. Une facture, une angoisse, une décision impossible dans une salle de contrôle, une famille qui découvre que la ville autour d'elle repose sur une mécanique plus fragile qu'elle ne l'imaginait. Le coût humain de l'histoire du troisième straw ne se mesure pas seulement en milliards de dollars ou en pieds d'élévation perdus. Il se mesure dans la manière dont une métropole entière a été forcée d'apprendre qu'elle ne vivait pas dans l'abondance, mais dans une forme de survie administrée. Pendant les 7 années de chantier, alors que la foreuse avançait sous la roche volcanique, ce ne sont pas des abstractions qui payaient le projet. Ce sont les habitants du sud du Nevada, mois après mois, ligne après ligne sur leur relevé de consommation. Les tarifs augmentaient, pas parce que l'eau devenait soudain plus pure, plus confortable ou plus proche. Parce qu'il fallait financer l'accès à une profondeur que les ingénieurs du passé n'avaient jamais cru nécessaire. Le troisième straw n'a pas été payé comme un monument. Il a été payé comme un impôt silencieux sur la continuité de la vie quotidienne. Derrière les façades climatisées du Strip, derrière l'image d'excès et de consommation permanente, une autre réalité s'installait. La prospérité locale dépendait désormais d'un investissement de crise, d'une machine enterrée sous un lac en recul. Pour beaucoup de foyers, surtout les plus modestes, cette réalité avait un visage simple et brutal. L'eau coûtait plus cher dans une région où elle était déjà la condition de tout le reste. Il y a aussi les travailleurs de l'ouvrage lui-même, souvent absents des récits lisses sur les grandes prouesses d'ingénierie. Sous le lac Mead, les équipes ont travaillé dans un environnement qui ressemblait moins à un chantier ordinaire qu'à une opération sous pression constante. Chaleur souterraine, espace confiné, bruit continu des machines, poussière minérale, humidité localisée dans certaines fractures, contraintes de sécurité maximale, conscience permanente de la masse d'eau au-dessus d'eux. Dans ce genre de projet, chaque homme sait que l'erreur n'est pas seulement un retard. L'erreur peut devenir une rupture, une infiltration, une perte d'alignement, une section compromise, un accident que personne ne pourra corriger facilement à plusieurs centaines de pieds sous un réservoir actif. Les ingénieurs ont parfois décrit le forage comme une tentative de couture à l'aveugle à travers une montagne saturée de risques. Les mineurs et opérateurs, eux, n'avaient pas le luxe de la métaphore. Ils vivaient dans la matérialité de cette pression, poste après poste. Il y a dans cette histoire quelque chose d'étrangement intime, des corps humains enfermés dans la roche pour prolonger l'accès à l'eau de millions d'autres corps à la surface. C'est toute la structure des sociétés modernes résumée en une scène. La vulnérabilité collective déplacée dans l'obscurité technique. Mais le coût humain se voit surtout dans la discipline imposée ensuite au territoire. Car le tunnel, à lui seul, ne suffisait pas. Las Vegas a dû apprendre à vivre comme une ville en état de compression hydrique. Les pelouses décoratives, longtemps symboles de respectabilité suburbaine dans l'Ouest américain, sont devenues des surfaces suspectes, presque obscènes dans un désert en tension. Les autorités ont lancé des programmes massifs d'arrachage. Des quartiers entiers ont vu disparaître le verre artificiel au profit de graviers, de plantes xérophiles, de paysages minéraux plus adaptés. À première vue, cela peut paraître banal. En réalité, c'est une transformation culturelle profonde. On ne retire pas seulement du gazon, on retire une vision importée de la banlieue humide dans une région qui ne pouvait plus se permettre cette illusion. Chaque mètre carré de pelouse supprimé signifiait moins d'évaporation, moins d'arrosage, moins de pertes invisibles sous le soleil.
Mais cela signifiait aussi que des habitants devaient accepter de voir leur cadre de vie, leur esthétique, parfois leur valeur perçue de propriété, redéfinie par la pénurie. D'autres restrictions ont porté plus directement sur les gestes du quotidien. Les autorités locales ont commencé à surveiller plus agressivement l'arrosage, à sanctionner les fuites, à tracer les consommations anormales, à encadrer les horaires d'usage extérieur. Dans certaines zones résidentielles aisées, cela a pris une dimension presque morale. Piscine couverte ou non, jardin luxuriant ou non, quantité d'eau utilisée par foyer, image sociale de la sobriété. Dans les ménages modestes, la même pression prenait une autre forme. Comment rester conforme sans marge financière? Comment remplacer des aménagements? Comment absorber des règles de plus en plus strictes quand on a déjà peu? Les grandes crises touchent toujours plus durement ceux qui disposent du moins de flexibilité. Et pendant que les résidents s'ajustaient, l'économie de Las Vegas, elle, continuait à jouer sa propre partition d'excès contrôlés. Les grands hôtels recyclent massivement l'eau intérieure, les fontaines emblématiques recirculent, les stations touristiques communiquent sur leurs efforts d'efficacité. Mais le contraste visuel reste presque insoutenable. Dans une région où l'on explique aux habitants que chaque gallon compte, les visiteurs arrivent encore par dizaines de millions pour consommer un spectacle construit sur l'idée que rien ne manque jamais. Cette dissonance n'est pas un détail narratif, c'est l'une des fractures psychologiques du système. Car la population locale vit avec la connaissance croissante du risque, tandis que l'économie d'image de la ville doit continuer à projeter l'inverse. Luxe, disponibilité, continuité, maîtrise. Le troisième straw a donc aussi une fonction symbolique. Il rassure. Il permet de dire que l'État local a agi, que l'infrastructure existe, que le pire a été anticipé. Mais cette sécurité technique ne dissout pas l'anxiété de fond. Elle la repousse juste un peu plus loin dans le temps. Les responsables de la Southern Nevada Water Authority l'ont souvent formulé d'une manière sèche, presque clinique. Le tunnel n'a pas été construit pour autoriser la facilité. Il a été construit pour empêcher une défaillance catastrophique du système. C'est une nuance essentielle. Pour les habitants, cela signifie que l'on peut ouvrir le robinet aujourd'hui, mais que ce geste dépend d'une discipline collective incessante. Il ne s'agit plus d'un service ordinaire, il s'agit d'une continuité conditionnelle. Derrière cette réalité institutionnelle se trouvent aussi des histoires moins visibles, plus diffuses. Les retraités qui ont choisi le Nevada pour son coût de vie et son climat avant de découvrir que l'eau y devient un sujet politique et financier central. Les familles venues travailler dans l'hôtellerie, la construction, la santé ou la logistique qui se retrouvent installées dans une métropole où l'avenir matériel dépend d'un bassin versant situé à des centaines de kilomètres, dans des montagnes qu'elles ne verront parfois jamais. Les enfants qui grandissent dans une ville où le désert n'est plus seulement un décor, mais une menace structurelle enseignée par les campagnes publiques, les interdictions, les chiffres sur les lacs, les cartes de sécheresse diffusées à la télévision locale. À cela s'ajoute un autre niveau de vulnérabilité, plus discret mais plus inquiétant encore, la qualité de l'eau elle-même. Quand le niveau du lac fluctue fortement, les sédiments remobilisés et certaines zones anciennement submergées peuvent réintroduire dans la colonne d'eau des contaminants hérités d'activités anciennes, minières ou industrielles. Pour la plupart des habitants, ces processus restent invisibles. Ils voient l'eau sortir claire du robinet. Ils ne voient pas les chaînes de traitement, les tests, les ajustements, les discussions entre ingénieurs sur la charge en matière, la turbidité ou les risques chimiques ponctuels. Pourtant, dans les systèmes en stress, la question ne porte pas seulement sur la quantité. Elle porte aussi sur ce qu'il faut faire, technologiquement et financièrement, pour rendre cette eau durablement utilisable. Le troisième straw sécurise l'accès. Il ne supprime pas tous les problèmes que la baisse du lac met en mouvement. Au fond, la grande violence humaine de cette histoire tient à cela. Las Vegas n'a pas affaire à une catastrophe spectaculaire unique, mais à une pression continue qui s'insinue dans la vie civile. Pas une évacuation soudaine, mais un régime de contraintes. Pas un effondrement immédiat, mais une adaptation sans fin. Les ingénieurs creusent, les autorités réglementent, les habitants paient, les paysages changent, les gestes se disciplinent, et malgré tout, le désert continue d'avancer selon ses propres règles. Le troisième straw a empêché une crise aiguë. Il a très probablement évité que la ville ne se retrouve brutalement au bord d'une rupture de service. C'est immense. Mais il a aussi révélé quelque chose de plus troublant encore.
Pour maintenir une grande métropole dans ce désert, il ne suffit plus de construire. Il faut désormais demander à toute une population de vivre en permanence sous l'ombre d'un système qui peut tenir, mais jamais se relâcher. Maintenant, l'horloge n'est plus cachée. Elle bat dans chaque projection climatique, dans chaque relevé de neige des Rocheuses, dans chaque négociation entre États du bassin, dans chaque pied d'altitude gagné ou perdu par le lac Mead. Le troisième Stroh a déplacé la ligne de survie de Las Vegas vers une profondeur que les infrastructures précédentes ne pouvaient pas atteindre. Mais il n'a pas supprimé la ligne finale. Et c'est là que commence la partie la plus inquiétante de cette histoire. Parce qu'à partir d'ici, l'ingénierie se heurte non plus à un problème d'accès, mais à un problème de volume total disponible dans un système suralloué. Le chiffre essentiel n'est pas seulement 860 pieds, la profondeur à laquelle la prise profonde peut encore capter. C'est aussi 895 pieds, la zone du dead pool de Hoover Dam, le point où le réservoir cesse pratiquement d'assurer l'écoulement normal en aval. En dessous de ce seuil, le problème n'est plus que Las Vegas manque d'une conduite assez basse. Le problème devient que l'ensemble du système entre dans une zone où l'eau stockée n'est plus mobilisable de la manière pour laquelle il a été conçu. Le troisième Stroh n'est donc pas une sortie de crise absolue. C'est une prolongation de fonctionnalité dans un système qui peut encore, lui aussi, atteindre ses propres limites physiques. Et ce danger n'est pas abstrait. Il est inscrit dans la combinaison de plusieurs mécanismes qui se renforcent mutuellement. Le premier, c'est la chaleur. Le sud-ouest américain se réchauffe. Cela signifie davantage d'évaporation directe sur les surfaces d'eau, davantage d'évapotranspiration sur les sols et la végétation, davantage de pertes avant même que le ruissellement n'alimente pleinement les réservoirs. Le deuxième, c'est la variabilité de la neige. Le bassin du Colorado dépend d'une architecture naturelle d'accumulation et de restitution saisonnière. Quand la neige tombe en moindre quantité, fond trop tôt ou est frappée par des épisodes de chaleur prématurée, la courbe de recharge change complètement. Le troisième, c'est la demande structurelle. 40 millions de personnes, de grandes métropoles, des zones agricoles gigantesques, des compromis juridiques datant de 1922, et une réalité hydrologique qui ne suit plus les promesses historiques. Le système est devenu une plaque de contraintes accumulées. Et comme dans les grands contextes tectoniques, le danger ne vient pas seulement d'une faille unique, mais de l'interconnexion entre plusieurs faiblesses qui atteignent ensemble leur seuil critique. Las Vegas a fait presque tout ce qu'une ville pouvait faire à son échelle. Elle a réduit sa consommation par habitant de manière spectaculaire. Elle a recyclé l'eau intérieure à un niveau presque sans équivalent. Elle a supprimé une part importante des usages décoratifs extérieurs. Elle a financé la prise d'eau la plus profonde et la plus chère de l'histoire municipale américaine. Elle a gagné du temps. Mais le temps, justement, est devenu la ressource la plus politique de toutes. Car entre aujourd'hui et la seconde moitié des années 2020, ce n'est pas seulement la météo qui compte. Ce sont les décisions collectives. La renégociation du cadre de partage du Colorado oblige les États du bassin à répondre à une question que l'ancien monde évitait encore. Qui réduit, combien et à quelle vitesse lorsque le fleuve ne peut plus satisfaire tout le monde ? Aucun tunnel ne peut arbitrer cela. Aucune foreuse ne peut produire de nouveaux débits. Aucune station de pompage ne peut corriger un fleuve qui, sur le long terme, transporte moins d'eau utile. Voilà pourquoi le futur de Las Vegas se joue à 2 profondeurs simultanées. En bas, sous le lac, dans ce conduit enfoui qui garantit encore la continuité matérielle. Et au-dessus, dans les couches administratives, climatiques et juridiques du bassin, où se décide la quantité d'eau qui existera encore à partager. Le scénario le plus dangereux n'est même pas forcément celui d'un effondrement unique et instantané. Le scénario le plus plausible, donc peut-être le plus menaçant, est une succession d'années médiocres, entrecoupées de quelques rémissions trompeuses. Un hiver excellent, puis 2 maigres. Une remontée partielle du lac, puis une nouvelle descente. Une négociation temporaire, puis un nouveau conflit de répartition. Dans les systèmes complexes, ce sont souvent ces alternances qui épuisent la capacité politique d'adaptation. Les populations se relâchent après un rebond, les investissements sont retardés, les arbitrages deviennent plus difficiles. Et pendant ce temps, la tendance de fond poursuit son travail de sape. C'est le pendule qui revient toujours, plus bas qu'avant. Il existe aussi une menace plus silencieuse, rarement spectaculaire à l'écran, mais essentielle dans le réel, la qualité future de l'eau captée.
À mesure que les niveaux varient, les sédiments exposés puis remobilisés peuvent changer la charge chimique et particulière à traiter. Des anciens sites miniers ou industriels sur les rives, longtemps stabilisés sous certaines conditions hydrologiques, peuvent poser de nouveaux défis quand les lignes d'eau se déplacent. Le troisième straw permet de continuer à atteindre l'eau. Il ne garantit pas que le traitement restera simple, bon marché ou sans friction technique dans toutes les configurations futures. Dans un monde plus chaud, les infrastructures ne doivent pas seulement atteindre la ressource. Elles doivent gérer une ressource dont le comportement devient moins stable. Il faut donc regarder Las Vegas avec précision. Ce n'est pas encore une ville condamnée. Ce n'est pas non plus une ville sauvée au sens définitif du terme. C'est une ville en sursis maîtrisé. Une ville qui a construit une avance technique contre un déficit hydrologique croissant. Et cette avance peut être décisive, à condition qu'elle serve à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Si le temps acheté par le troisième straw est utilisé pour accélérer les économies d'eau, renforcer les accords de réduction, adapter l'urbanisme, revoir les usages agricoles régionaux et aligner enfin la demande totale sur la production réelle du bassin, alors ce tunnel apparaîtra peut-être un jour comme l'ouvrage qui a empêché une rupture pendant la transition. Mais si ce temps est traité comme une permission tacite de prolonger les anciennes illusions de croissance sans limite, alors le troisième straw ne sera retenu que comme une merveille technique percée au fond d'un problème politique et climatique non résolu. C'est cela, l'avertissement final. Las Vegas n'est pas simplement en train de tester une infrastructure. Elle teste la capacité d'une civilisation entière à reconnaître qu'un système physique a changé de régime. Le désert n'attaque pas avec la violence soudaine d'une onde de choc. Il avance par soustraction, par chaleur, par évaporation, par baisse de niveau, par marges qui disparaissent. Il use les certitudes jusqu'à ce que les sociétés comprennent qu'elles ne vivaient pas dans la sécurité, mais dans une parenthèse. Le tunnel est là, l'eau coule encore. Les hôtels ouvrent leurs robinets, les habitants prennent leur douche, les stations de traitement fonctionnent, les compteurs tournent. Mais sous le lac Mead, dans le noir absolu,